le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo de ma série consacrée à l'Infernal Trail des Vosges 2019. Et cette vidéo sera, comme prévu, consacrée à ma stratégie de course. Désolé si j'ai l'air un petit peu fatigué, mais on est le 13 septembre, vendredi. Il est 22 h. Ma course est dans moins de 8 heures maintenant, puisqu'on part demain à 6 h du matin. Et comme vous pouvez le voir, tout est prêt, mes affaires sont là sur le côté. Mes gourdes sont pleines, mes appareils électroniques sont en train de charger et mon plan de course est prêt. Alors, juste en petit préambule avant de commencer, j'aimerais préciser que la méthodologie que j'ai mise en place pour mettre en place mes objectifs et mon plan de course, je la tire d'un livre qui s'appelle Training Essentials for Ultra Running. Désolé, j'ai mis beaucoup de temps à retrouver le nom. Désolé pour l'accent aussi, mais vous allez avoir les infos précises quelque part sur la vidéo et puis surtout dans la description de la vidéo. Donc, de cet excellent livre que je vous recommande vivement, j'ai tiré une certaine méthodologie qui m'a amené aussi à tirer quelques enseignements de ma course passée, mon premier ultra qui a eu lieu l'année dernière, et j'en ai tiré 3 points qu'on va revoir dans cette vidéo. Numéro 1, mon objectif principal. Numéro 2, mes objectifs secondaires. Et numéro 3, mon plan d'alimentation. Donc c'est parti, numéro 1, mon objectif principal. Alors, ça va peut-être vous faire sourire, vous allez peut-être vous attendre à un chrono ou un classement ou un truc du genre. Et en fait, mon objectif principal, c'est profiter de la course tout le long. Alors, ça peut paraître un peu étrange, mais en fait, j'ai fait l'erreur de me fixer un temps comme objectif à mon premier ultra. Et avec le recul, c'est une mauvaise chose à faire quand on est débutant parce que, et en même temps, ça tombe presque sous le sens. Quand on est débutant, on n'a aucun repère, on ne sait pas exactement où se situer on ne sait pas quelles sont exactement nos compétences, comment notre corps va réagir. C'est d'autant plus vrai que les distances sont très longues. Sur ultra, c'est quand même très particulier. Et donc, tout dépend du dénivelé, de la météo, des nuits qu'il va falloir passer à courir ou pas, ce genre de choses. Je n'ai pas assez de repères pour me fixer un objectif de chrono ou de classement fiable. Donc, ça sert à rien de s'en mettre un si on n'est même pas sûr de le tenir. En revanche, à mon premier ultra, j'ai énormément souffert. Excessivement souffert même, au sens littéral du terme, c'est-à-dire que j'ai souffert, je pense, peut-être la moitié de la course. J'ai regretté d'être sur cette course-là pendant la moitié, et c'est long, 50 km, 2000 mètres de dénivelé positif, quand on n'a pas envie d'être là, et qu'on regrette. C'est très très long. Donc j'ai pas envie de reproduire cette erreur. Cette fois, cette année, je vais mettre tout ce qui est en mon pouvoir pour finir en étant content tout le long. Alors comment je vais faire ça ? J'ai des objectifs secondaires. Alors justement, c'est ce que j'ai pas précisé en début de vidéo, c'est que les objectifs secondaires, ils sont là pour servir l'objectif principal. Si l'objectif secondaire n'aide pas d'une manière ou d'une autre à accomplir l'objectif principal, ça sert à rien de se le fixer. Mais je précise quand même, c'est pas parce qu'on réussit tous ces objectifs secondaires que on va automatiquement réussir son objectif principal. C'est uniquement des jalons, des petites pierres qu'on pose sur la voie de notre objectif principal. Alors mes objectifs secondaires, j'en ai, on va dire 3, 4, mais en fait il y en a 2 qui se confondent, donc on va dire 3. J'ai respecté mon allure objectif jusqu'au premier ravitaillement. Numéro 2, respecter mon alimentation. Et numéro 3, sourire à tous les bénévoles. Et oui, alors on va les reprendre un par un. Respecter mon allure objectif, en fait, ça fait écho directement à une erreur que je fais presque systématiquement dans toutes mes courses, ultra ou pas et trail ou pas. En fait, je pars trop vite, tout simplement. J'ai du mal à contenir l'euphorie que j'ai au départ d'une course parce qu'il y a de la musique, il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui applaudissent sur les côtés, etc. Donc on est emporté en fait par l'événement, par la par la chaleur de l'événement. J'arrive pas à retrouver mes mots, mais en même temps vous serez un petit peu indulgent, il est 22 h. Donc il y a ça, et puis il y a aussi un petit côté égo où j'ai un peu du mal à accepter qu'il y a autant de monde qui me double. Donc j'ai tendance à vouloir me caler sur l'allure des 2 personnes qui sont sur les côtés et de tracer. C'est une grosse erreur. Donc cette fois-ci, et j'en parle d'ailleurs un petit peu dans ma première vidéo sur le matériel, je vais utiliser mon cardio-fréquence mètre. Je me suis fixé une fréquence cardiaque maximale
et c'est elle qui va m'aider à ne pas dépasser mon allure objectif. Numéro 2, respecter mon plan d'alimentation. Alors là encore une fois, on prend un petit peu de recul, on regarde mon premier ultra et on voit que je ne me suis pas alimenté sur la deuxième moitié de la course du tout parce que j'avais plus l'envie en fait. Je ressentais plus l'envie et je voulais pas me forcer. Et avec le recul, c'est une énorme erreur. Je pense que j'aurais pu vraiment me contraindre à manger, même si ça aurait pas été très agréable, j'aurais pu me contraindre et j'aurais dû le faire parce que vraiment, ça n'a pas dû aider à ma forme sur la deuxième moitié de la course parce que quand on mange pas, on n'a plus d'énergie et on est fichu quoi. Donc là, j'ai un plan d'alimentation qui est assez bien rodé et normalement, je devrais réussir à le tenir. Et numéro 3, sourire à tous les bénévoles. Alors, les deux premiers objectifs secondaires étaient vraiment liés au physique. Je pense qu'il faut vraiment pas négliger la part de psychologique dans l'ultra. À partir d'un certain moment, le corps commence vraiment à se dérégler parce que les hormones, toute la chimie interne du corps est complètement chamboulée parce que il se passe un truc complètement anormal et extraordinaire pour le corps. Et donc ça va réagir de manière très différente, mais en tout cas il y a une influence sur l'humeur qui est, je pense, commune à tous les coureurs. Et le problème c'est que si on se laisse emporter par ce truc-là, si on n'en a pas conscience, et ensuite si on ne lutte pas contre, on tombe très facilement dans une spirale négative. On finit par en sortir, mais ça peut être très très long. Et cette spirale négative n'aide vraiment pas parce que c'est normal en même temps, c'est dans le mot, c'est dans le nom. Plus le temps va passer et plus on va trouver des choses qui ne vont pas, qui ne conviennent pas, et plus on va rentrer dans l'idée de je pourrais abandonner, j'ai plus envie d'être là, ce genre de choses qui n'aident pas à avancer naturellement. Et donc sourire à tous les bénévoles, pourquoi ça aiderait contre ce phénomène-là? En fait, spontanément, je suis plutôt quelqu'un qui est assez souriant avec les bénévoles. J'ai tendance à remercier les gens qui applaudissent, à remercier les bénévoles, à sourire, etc. Et de manière générale, le mental est plutôt mon point fort, mais bon. Le fait est que sur Ultra, je peux être vraiment très affecté. Et sourire à tous les bénévoles, en fait, c'est simplement me rappeler que je dois sortir de cette spirale négative si jamais je suis dedans. Quand j'arrive à un ravitaillement, les bénévoles sont là et vont simplement, par leur simple présence et le fait que je me sois fixé l'objectif de leur sourire, vont m'aider à sortir d'une éventuelle spirale négative. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Évidemment, ça répond à l'objectif principal, puisque sortir d'une spirale négative, c'est concrètement réapprendre, se reforcer à se reconcentrer sur le plaisir d'être là et le plaisir de profiter des paysages, de l'ambiance, etc. Troisième point, et on termine avec ça, c'est mon plan d'alimentation. Mon plan d'alimentation, je pense que je vais vous détailler mon plan d'alimentation, il ne va vous servir à rien en soi. Parce que mon plan d'alimentation est adapté à moi. Justement, on va y revenir. Donc je le dis juste pour information, je compte manger une barre et un gel par heure, et tous les quarts d'heure, et boire à ma soif. Voilà, donc tous les quarts d'heure, je regarde ma montre, si jamais j'ai soif, je bois, autant que j'ai envie, c'est pas 2 gorgées ou 3 gorgées, ou voilà, c'est autant que j'en ai envie, et si j'ai pas soif, je bois pas, et j'attendrai le quart d'heure d'après. Tous les quarts d'heure, c'est quand même suffisamment courant pour pas mourir de soif. Encore qu'il fait très chaud. Il prévoit 29 degrés pour demain, mais bon, bref, on sort du cadre de la vidéo. Donc ça, c'est mon plan d'alimentation. Pourquoi je disais qu'il allait vous servir à rien, c'est que on est tous différents en fait. On va tous avoir une réaction différente à l'alimentation. Certains vont être incapables de manger des barres, d'autres incapables de manger des gels, ou alors seulement certains. Certaines personnes, ce sera les deux. C'est très difficile de savoir en fait. La seule façon de savoir concrètement, c'est de tester à l'entraînement. Les entraînements sont là, pas seulement pour nous renforcer musculairement, nous renforcer au niveau cardiaque, nous renforcer mentalement, ils sont aussi là pour nous permettre de tester des choses en termes de matériel et d'alimentation aussi, du coup. Ce qui veut dire que moi, déjà, j'ai une certaine expérience sur mes précédents ultras. Par exemple, j'ai découvert que le gel goût cola me fait, désolé de le dire comme ça, mais il me fait gerber. Voilà, il me donne la nausée.
je suis incapable d'avaler ce truc-là pendant un ultra. L'année dernière, et ça, c'est aussi pour ça que j'ai pas tenu mon plan d'alimentation l'année dernière sur l'ultra, c'est que j'avais ces gels-là, mais j'étais incapable de les manger parce qu'ils me dégoûtaient littéralement. Donc, j'ai appris, j'ai testé différents trucs, j'ai découvert que finalement les gels goût caramel beurre salé me plaisent plus. J'ai découvert que si je pouvais alterner des barres sans chocolat, si possible, c'était pas mal. Et voilà, j'ai appris comme ça en fait. Alors j'ai appris sur le tas pendant mon ultra et pendant mes courses, ce qui est une erreur. On ne devrait jamais faire ça, on devrait apprendre pendant ses entraînements. Mais du coup, je l'ai appris. Le livre dont je vous parlais me l'a appris aussi, et donc je l'ai pratiqué. J'ai testé différentes choses en entraînement et je pense avoir trouvé ce qui me convenait. En tout cas, si jamais toi, demain, là, t'as un ultra comme moi, que tu sais pas encore exactement quel plan d'alimentation mettre en place, parce que voilà, c'est malheureusement trop tard. La bonne réponse, ce serait de te dire de faire comme à l'entraînement ce qui fonctionne pour toi. Si tu n'as aucune référence, ben malheureusement, tu vas devoir expérimenter demain au risque de te planter. Mais c'est le jeu. Dernier petit détail sur l'alimentation, si jamais tu cherches à établir une façon de fonctionner, il suffit pas uniquement de trouver des choses qui te plaisent, qui te conviennent à manger, il faut aussi bien réfléchir au nombre de calories par heure. Alors, mange ce qui te convient, ce que tu es capable de digérer pendant que tu cours et que tu es capable de manger au bout de 10 heures de course et que ton corps refuse d'avaler quoi que ce soit, en théorie. Il faut que ces choses-là soient capables de te fournir suffisamment de calories toutes les heures. Alors tu vas sûrement me poser la question, d'accord, mais c'est combien de calories qu'il faut par heure? Et ben malheureusement, ça va dépendre de toi. Encore une fois, il va falloir simplement faire une sortie longue et t'alimenter. Du coup, alors une sortie longue de 3 heures par exemple. Tu sors 3 heures et tu testes. Et tu verras bien si au bout de 2 heures, t'as faim, tu ressens de la faim, c'est que manifestement tu manges pas assez. Voilà, donc augmenter. Si au bout de 2 heures, t'es incapable de manger, t'es obligé de te forcer parce que t'as pas faim, soit t'as vraiment forcé sur l'entraînement, t'es allé trop vite, soit c'est vraisemblablement que t'as trop mangé. Voilà, c'est une bonne façon de fonctionner. En ce qui me concerne, pour mon plan d'alimentation, en ce qui me concerne, mon plan d'alimentation ne s'arrête pas tout à fait là. À la base vie, j'ai aussi prévu des espèces de bonus alimentaires qui sont plus d'ordre psychologique finalement que physiologique, puisque c'est une boîte de Pépito et une canette de Red Bull. Chacun ses péchés mignons. J'ai vraiment pas les meilleurs malheureusement. Donc une canette de Red Bull et des Pépitos parce que je sais que c'est quelque chose qui va me faire plaisir. Donc ça, non seulement ça va me tirer jusqu'à la base vie, parce que quand il me restera que quelques kilomètres jusqu'à la base vie, je vais me dire allez, motive-toi parce que il y a une canette de Red Bull et des Pépitos qui t'attendent à la base vie. Et en plus de ça, si jamais j'ai du mal à m'alimenter, je sais que c'est des choses que je vais pas avoir du mal à avaler et qui vont me donner un petit boost de sucre pour repartir. Voilà. Je pense qu'on a terminé pour cette vidéo. Je pense qu'on en parlera peut-être dans une autre vidéo. J'ai quand même essayé d'estimer des temps que je pouvais faire qui ne sont absolument pas des objectifs et vraiment j'ai travaillé à ne pas les considérer comme des objectifs. Je veux juste que ce soit des informations pour que j'ai des points de repère quand je suis dans la course pour savoir si je suis très lent ou très rapide, normal ou pas. Voilà, alors peut-être qu'on en reparlera une autre fois ou pas. Je vous mets quand même juste un petit aperçu du tableau que j'ai fait. Voilà. Et du coup, il me reste plus qu'à vous dire enfin bonne nuit et à demain pour la course. Ciao.